retrouver pour cette nouvelle édition du Summit et merci d'être là avec nous pour les prochaines 45 minutes où on va parler d'intelligence artificielle et plus spécifiquement de l'inférence et de l'inférence à l'échelle. Alors, je m'appelle Walid Ben Abderrahman, je suis architecte solution chez AWS depuis bientôt 9 ans et je suis accompagné par Christian Kamara-Ngala qui est spécialiste solution architecte en intelligence artificielle et on a l'honneur d'avoir avec nous Cédric Valette qui est CTO, responsable IA chez ProofStation. Alors, la session va être divisée en 3 parties. La première partie, on va parler des fonctionnalités AWS qui vous permettent de gérer l'inférence à l'échelle. Une deuxième partie, on va faire des démos sur ces fonctionnalités-là. Et puis il y a Cédric qui va nous partager leur use case, ce qu'ils ont fait en intelligence artificielle sur AWS. Alors, quand on parle d'intelligence artificielle sur AWS, on pense systématiquement à SageMaker AI. Tout simplement parce que c'est le chef d'orchestre sur AWS qui vous permet de créer des modèles, de les entraîner et de les mettre en inférence. Alors le cycle est simple, comme on l'a dit, on crée des modèles, on les entraîne, on les fine-tune. Ça ne concerne pas seulement l'intelligence artificielle, mais bien sûr l'IA génératif dont on parle aujourd'hui, et vous avez vu pas mal de sessions. On les déploie en production, on les monitore, on les gouverne, on fait des cycles à MLOps. Alors ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie déploiement et la partie inférence. Alors, l'inférence, si on prend un schéma mental assez simple, comment ça va se passer? Sur AWS, on va créer un objet d'inférence, en partant du modèle, des artefacts qui sont stockés sur Amazon S3. On va prendre votre code d'inférence qui va être stocké sur Amazon ECR ou Elastic Container Registry. On va créer notre modèle. On va définir l'infrastructure qui va accueillir ce modèle-là, qu'on appelle les endpoints. Et après, on va déployer tout ça en production et on va pouvoir commencer à faire des inférences. Alors, quand on passe à l'échelle, et c'est tout le succès que je vous souhaite, il y a plusieurs problématiques qui peuvent rentrer en jeu. Alors, on peut dire qu'il y en a 3. La première, c'est le coût. L'inférence est un coût assez important dans un cycle de vie business par rapport à votre projet d'intelligence artificielle. Ça peut être le coût opérationnel, comme ça peut être le coût d'infrastructure. Le coût d'infrastructure, on verra tout à l'heure par rapport au type d'infra qu'on va pouvoir déployer. On va avoir les performances. Les performances sont mesurées de plusieurs manières. Ça peut être la latence, ça peut être le débit, ou ça peut être d'autres métriques qui sont spécifiques à votre use case. Et puis il y a la complexité opérationnelle, la complexité de vos modèles, de les déployer. Et puis bien sûr la complexité opérationnelle sur laquelle on va pouvoir aussi faire un tour. Alors l'idée, c'est de pouvoir trouver un compromis entre les 3. Généralement, soit on résout 1, 2, une combinaison des 2, mais là où on veut sortir de cette tyrannie du ou, donc on choisit entre un des 3, on va essayer d'avoir l'ensemble de ces 3 à résoudre. Alors, on va faire un rappel d'abord de ce que les modèles d'inférence sur AWS. Alors, le premier modèle d'inférence qu'on va retrouver, c'est ce qu'on appelle l'inférence en temps réel. C'est simple, vous avez un endpoint qui est disponible en temps réel pour répondre à des requêtes. Par exemple, vous faites de la prédiction ou de la recommandation personnalisée, de la détection de fraude. Vous avez une requête, vous avez une réponse en quelques millisecondes. Là, vous avez des payloads qui sont inférieurs généralement à 6 mégaoctets. Le deuxième modèle, c'est le modèle serverless. Inférence serverless. Si vous êtes sur AWS, vous travaillez si vous faites du dev, vous faites du serverless, vous allez peut-être potentiellement utiliser Lambda. On s'appuie sur des lambda derrière. L'idée ici, pour des requêtes qui sont intermittentes ou des requêtes qui ne nécessitent pas forcément un endpoint qui soit là tout le temps, parce qu'on va tolérer un call start, un temps de démarrage, parfois qui est là, parfois qui n'est pas là, selon les inférences. On va avoir ce type de démarrage-là, avec des payloads qui sont inférieurs à 4 mégaoctets, qu'on va exécuter sur de la CPU. On peut avoir ce type d'inférence serverless qui va être là, qui va scaler pour vous. Le troisième modèle, c'est le modèle asynchrone. Alors, dans le modèle asynchrone, on va aller un peu plus loin dans les payloads. On va arriver jusqu'à 1 giga. On va avoir des temps de réponse qui vont aller jusqu'à 1 heure. On peut avoir des temps de réponse qui sont réduits, bien sûr. On peut avoir presque du temps réel. L'idée, c'est qu'on va avoir des queues qui vont être gérées par AWS, qui vont être gérées par AWS et qui répondent à vos inférences. Vous avez une demande, par exemple, d'analyse de vidéo, d'analyse audio ou autre. Vous envoyez votre demande, elle est stockée sur S3. Il y a un système de queuing. On va faire l'inférence et après, on vous donne la réponse. Okay. Et le dernier, on va dire, c'est celui qui englobe pratiquement le reste. C'est ce qu'on appelle les transformations batch. Vous allez définir des jobs assez classiques avec des datasets qui peuvent être très larges, qui peuvent être petites, mais très larges. On va démarrer nos inférences. On peut le faire soit à la demande, parce que vous avez déjà prévu ça, soit en réponse à des événements. Donc ça, c'est les 4 modèles d'inférence qu'on va retrouver sur AWS.
Alors pour chacun d'eux, on va avoir un mécanisme ou des stratégies de déploiement. Et là, on va commencer déjà à revenir sur notre trilemma qui est le coût, les performances et la complexité. Alors déjà, une bonne nouvelle, c'est que pour les 4, si on utilise SageMaker IA, on va avoir quelque chose qui est managé par AWS à différents niveaux. Alors si on prend l'inférence temps réel, asynchrone et batch, on va utiliser des instances qui seront gérées par SageMaker IA pour vous. Donc là, on a déjà réduit toute la partie de complexité opérationnelle, de déploiement, de mise en œuvre et autres. Dans la partie serverless, on va encore plus loin. On va pas parler d'infrastructure, forcément. C'est AWS qui va le gérer. C'est le modèle serverless. Il y a bien sûr des infras qui sont derrière, mais c'est AWS qui le gère. Vous n'avez plus à choisir des instances pour pouvoir le mettre en place. Et justement, en parlant de choix, quand on parle des autres, sauf le serverless, la seule chose que vous avez à faire, c'est de choisir la bonne instance. Vous avez une centaine d'instances entre des CPU, des GPU, ou même des puces IA, Trainium et Inferentia, qui sont conçues et créé par AWS, qui vous donne des performances, on peut aller jusqu'à 70% meilleures que les puces NVIDIA ou les puces GPU classiques selon l'use case dans lequel vous vous retrouvez. Alors là, on a un choix d'instance, le choix qui soit le plus adéquat par rapport à votre use case, qui vous permet de réduire les coûts, d'augmenter les performances selon votre use case. Après, il y a la question qu'on va se dire, c'est bien d'avoir ce choix, mais est-ce qu'on peut aller encore plus loin? C'est pour cela qu'on a une fonctionnalité qui s'appelle l'inférence recommandeur, qui vous permet qui simplifie cette tâche-là. L'idée, c'est qu'on exécute d'une manière assez large des tests et on vous simplifie la vie pour choisir la bonne instance qui répond à votre besoin. Vous pouvez le faire bien sûr d'une manière empirique avec des tests, que ce soit en pré-prod ou en production sur laquelle vous allez évoluer par la suite, ou sinon vous utilisez inférence recommandeur qui vous donne le bon type d'instance que vous pouvez utiliser par la suite. Alors ça, c'est le choix de la bonne instance. Pour la partie serverless, la seule chose qu'il faut choisir, c'est la mémoire. Et là, on démarre à partir d'1 gigaoctet. La prochaine étape, hop, on est allé un peu vite. La prochaine étape, c'est de se dire, ok, on a pris une instance, mais il se trouve que si on a un succès par rapport à notre use case, on va peut-être une seule instance ne suffira pas. Et c'est là où rentre le concept de l'autoscaling, qui est un concept connu dans le monde du cloud, dans lequel on va pouvoir augmenter la capacité et la réduire par rapport à l'inférence ou par rapport à la demande qui arrive dans votre use case. Dans les deux cas, dans la partie inférence temps réel et inférence asynchrone, vous avez la possibilité d'avoir de l'autoscaling. Dans la partie serverless, c'est AWS qui le gère. C'est le modèle serverless qui va scaler pour vous selon la demande que vous allez avoir. Une particularité, par exemple, pour la partie asynchrone, c'est qu'on peut réduire justement l'autoscaling à 0. Donc là, on va bénéficier de la partie performance et on va réduire les coûts. Quand il n'y a pas d'inférence, on ne paye rien. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant avec la partie temps réel. Et depuis re:Invent, depuis décembre de l'année dernière, vous avez la possibilité de faire de l'autoscaling et de descendre jusqu'à 0 quand il n'y a plus de demande. Je n'ai pas spécifié comment fonctionne l'autoscaling, mais il y a des périodes de cooldown. Donc on ne va pas réduire jusqu'à 0 directement, on va respecter des timings qui vous permettent, bien sûr, s'il y a quelque chose qui arrive ou une requête qui arrive, de pouvoir répondre à cette requête-là sans avoir à redéployer une infrastructure. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'on a augmenté la rapidité de déploiement de ces instances pour pouvoir augmenter la capacité. On peut aller jusqu'à 58% de performance additionnelle par rapport à ce qui existait avant avec des méthodologies de caching sur les instances que vous allez utiliser. Et Christian va revenir dessus par la suite. Alors ça, c'est la partie autoscaling. Comme vous pouvez le voir, on peut scaler maintenant avec l'inférence temps réel ou asynchrone jusqu'à 0. La dernière partie qui vous intéresse, c'est la partie ce qu'on appelle les savings plans. Par rapport à un engagement de 1 an ou de 3 ans, vous avez la possibilité, par rapport à un type d'instance, de réduire les coûts opérationnels jusqu'à 64% selon les use cases que vous allez prendre. Le cas atypique, c'est de se dire, on commence par un type d'instance, on va choisir la bonne instance, on va pouvoir la mettre en production, on va faire de l'autoscaling, on va vérifier et valider à la demande, donc ça on le fait à la demande, pendant une certaine période, et après on s'engage sur 1 an et 3 ans parce qu'on sait quelque part que c'est les bonnes instances, et là, par rapport à ça, vous allez avoir des savings plans. Voilà quelques stratégies qui vous permettent à la fois de comprendre les différents modèles d'inférence et comment on va les optimiser. Là, on va passer à la partie démo, et je laisse la main à Christian qui va vous parler de l'autoscaling. Merci Walid pour cette première partie de présentation. Donc place à présent à la démonstration pratique. Alors nous allons voir comment mettre en place la fonctionnalité Scale to Zero, qui, comme l'a évoqué Walid juste avant, va permettre de réduire le nombre d'instances de votre endpoint temps réel jusqu'à 0, générant ainsi d'importantes économies de coûts. Alors c'est une démo préenregistrée pour éviter bien sûr les surprises de l'effet démo.
Mais cela dit, vous pouvez retrouver le notebook détaillant toute la procédure sur notre dépôt GitHub public que nous allons partager avec vous juste à la fin de cette présentation. Et donc là, je me trouve dans mon notebook Jupyter. Et pour commencer, nous allons importer quelques librairies, notamment SageMaker, mais également Boto 3, qui est le SDK Python, qui va nous permettre de pouvoir interagir avec les différents services AWS. Une fois que cela est fait, nous allons passer à la partie configuration. Et notamment, nous allons pouvoir choisir le type d'instance que nous voulons utiliser pour pouvoir héberger notre modèle. En l'occurrence, je vais prendre une machine avec 4 GPU NVIDIA de type A10G. Ensuite, j'aimerais attirer votre attention sur le paramètre minimum d'instance que nous allons configurer avec la valeur 0, ce qui va derrière permettre à SageMaker de pouvoir réduire le nombre d'instances jusqu'à 0. Une fois que cela est fait, nous allons pouvoir déployer notre endpoint. Et pour cela, j'utilise une nouvelle abstraction de SageMaker appelée composant d'inférence qui me permet de créer un endpoint sans avoir à décider au préalable le type de modèle que je veux déployer, ce qui peut me permettre dynamiquement de changer de modèle. Donc maintenant que notre endpoint est opérationnel, nous allons pouvoir passer au déploiement du modèle proprement dit. Tout d'abord, nous allons choisir le type de conteneur à utiliser. Alors, en l'occurrence, j'ai pris une image qui est gérée par SageMaker et optimisée pour les déploiements des LLM. Ensuite, on va choisir le modèle. Je suis parti sur Mistral, la version 24 milliards paramètres de janvier 2025. Ensuite, nous allons passer à la construction du modèle, qui va regrouper l'image et les poids du modèle. Ensuite, on va spécifier les ressources qui sont nécessaires pour les déploiements de notre modèle. Donc, j'ai spécifié tous les 4 GPU de ma machine. Bien sûr, si je voulais déployer plusieurs modèles, je vais spécifier un nombre différent de GPU. Ensuite, on va passer au déploiement du modèle lui-même. Une fois que notre modèle est opérationnel, nous pouvons envoyer des requêtes et obtenir les inférences en temps réel, parce que c'est un endpoint temps réel. Donc ça, c'était toute la partie déploiement de modèle. Et là, pour l'instant, je vais lui poser une question de savoir qu'est-ce que c'est que le deep learning. Et comme on l'a vu, nous avons la réponse en temps réel. Passons maintenant à l'activation de la fonction Scale to Zero. Alors, avant d'activer cette fonctionnalité, nous allons commencer par vérifier le nombre d'instances actuellement déployées sur notre endpoint. On peut le faire directement en utilisant une API SageMaker. Et là, comme vous pouvez le voir, on a actuellement une seule instance, mais on peut également aller directement sur la console AWS pour obtenir les mêmes informations. Et là, comme vous le voyez, on a actuellement une machine. Pour pouvoir activer la fonctionnalité Scale to Zero, rien de plus simple, c'est d'utiliser une API SageMaker qui va me permettre de spécifier le nombre de copies à 0. Et derrière, ce qui va se passer, c'est que SageMaker va entamer la suppression du modèle. Et une fois que le modèle est supprimé, SageMaker ne va pas automatiquement supprimer l'instance derrière le endpoint. Donc SageMaker va attendre à peu près 10 à 12 minutes avant d'entamer la suppression de l'instance. Ce qui vous donne le temps, si jamais vous voulez, de pouvoir redéployer un modèle et ensuite de récupérer, de commencer à avoir des inférences. Une fois que les 10 minutes sont écoulées, SageMaker va entamer la suppression de l'instance. Et là également, on peut encore utiliser l'API pour s'assurer que le nombre d'instances a bien été réduit à 0. Et une fois que cela est fait, vous arrêtez de payer pour l'instance. Mais ce que vous allez noter, c'est que le endpoint lui-même n'a pas été détruit dans son entièreté. Donc, il reste opérationnel. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe si j'essaie d'invoquer cet endpoint? Je vais obtenir une erreur qui va me dire qu'il n'y a pas actuellement de ressources pour pouvoir servir ce modèle. Alors, pour rendre notre endpoint de nouveau opérationnel, une seule chose à faire, c'est de réutiliser l'API, spécifier le nombre de copies à 1. Ensuite, ce qui va se passer, en premier, SageMaker va mettre à jour le endpoint. Donc, ça, c'est la partie provisioning de l'instance. Une fois qu'on a une instance qui a été provisionnée, on va passer à la partie déploiement du modèle. Une fois que les deux sont à nouveau opérationnels, si je refais la requête qui avait échoué, là, on peut voir cette fois-ci, mon modèle est en mesure de répondre et je suis en mesure d'avoir une requête. Alors, pour cette démo, j'ai fait la manipulation de Scale to Zero de manière manuelle,
Mais bien évidemment, pour la production, vous êtes en mesure de définir des politiques d'autoscaling qui sont adaptées soit à vos charges de trafic, ou par exemple, chaque vendredi, vous êtes en mesure de réduire votre endpoint temps réel à 0 et ensuite, le lundi matin, redémarrer le endpoint et commencer à pouvoir obtenir des requêtes. Donc voilà pour la petite démo de Scale to Zero. Et comme je l'ai évoqué juste à l'heure, le notebook est disponible sur notre GitHub repo que nous allons partager avec vous juste à la fin de la présentation. Alors, continuons à présent avec les techniques d'optimisation. Parlons notamment du déploiement multimodèle. Alors, SageMaker offre la possibilité de regrouper plusieurs modèles sur la même instance, ce qui va derrière vous permettre d'utiliser d'une manière efficiente les ressources de l'instance, notamment en utilisant des techniques telles que le modèle pinning, qui permet un chargement dynamique des conteneurs et des poids de modèles sur les différentes instances. Vous avez également accès à une API qui rend assez facile le placement et les évictions des modèles. Et bien sûr, pour chaque modèle que vous déployez, vous êtes en mesure de faire une allocation granulaire des différents accélérateurs sur l'instance. Et donc, quand vous avez une instance avec plusieurs GPU et que vous déployez plusieurs modèles, vous êtes en mesure de spécifier combien d'accélérateurs à allouer à chaque modèle. Et une fonctionnalité que j'apprécie beaucoup, c'est justement la possibilité de définir des politiques d'autoscaling qui sont spécifiques et indépendantes pour chaque modèle qui est déployé. Et bien sûr, pour pouvoir surveiller tous ces modèles qui sont déployés, vous avez accès à la journalisation et à des métriques qui aussi sont spécifiques à chaque modèle déployé sur votre instance. Mais ce n'est pas tout. Il y a eu également des nouveautés en ce qui concerne le routage des requêtes vers vos modèles. Tout d'abord, SageMaker va proposer un routage adaptatif à la charge, ce qui va permettre derrière à SageMaker de surveiller en permanence quelle copie de votre modèle traite actuellement des requêtes, afin de pouvoir rediriger les nouvelles requêtes vers les copies du modèle qui sont disponibles. Et avec cette optimisation, vous pouvez obtenir jusqu'à 20% de réduction de latence d'inférence. Ensuite, nous avons aussi le routage par affinité de session. Lorsque vous activez cette option, toutes les requêtes qui proviennent d'une même session sont redirigées vers la même instance, ce qui permet derrière à votre application DI de pouvoir réutiliser les informations qui ont été traitées au préalable, que ce soit un document ou par exemple une image qui a été utilisée comme contexte, ce qui va derrière réduire la latence, mais surtout améliorer significativement l'expérience utilisateur. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle l'optimisation grâce au petit modèle. Pour commencer, nous avons le décodage spéculatif, qui est en gros une technique qui va permettre d'accélérer l'inférence des LLM en utilisant des modèles plus petits et plus rapides, communément appelés des draft modèles, qui vont générer rapidement des séquences de tokens qui sont derrière validées par un plus gros modèle qui, lui, est plus long. Mais ceci va permettre de réduire la latence d'inférence tout en maintenant la qualité du modèle principal. Et pour vous aider à démarrer rapidement, SageMaker offre des modèles draft pré-optimisés que vous pouvez utiliser immédiatement sans configuration complexe. Ensuite, nous avons la quantification, qui est une technique qui utilise des jeux de données à précision réduite, comme le FP8, pour pouvoir représenter les poids, mais également les activations du modèle, réduisant ainsi le besoin en mémoire, mais aussi la latence. Et pour finir, nous avons la compilation des modèles, qui est une technique qui va optimiser le modèle pour la machine sur laquelle il va être déployé, que ce soit des GPU, mais également les puces AWS comme Inferentia et Trinium. Alors, pourquoi je vous parle de toutes ces techniques d'optimisation et est-ce qu'elles sont vraiment importantes? Si on regarde sur le graphe à gauche, donc en jaune et en bleu, nous avons les modèles optimisés par SageMaker. Ensuite, en violet et en vert, on a les versions non optimisées. Là, on est parti sur les modèles Llama 3 et 3.1, les versions 70 milliards de paramètres. Ce qu'on peut voir sur le graphe de gauche, c'est qu'on a jusqu'à 2 fois plus de débit, et ce, quel que soit le nombre d'exécutions concurrentes. Ensuite, sur les graphes de droite, pareil, en jaune et en bleu, ce sont les versions optimisées. On peut voir qu'en termes de coûts, nous avons jusqu'à 50% des réductions de coûts. Donc, ces optimisations peuvent vraiment apporter de la valeur à vos inférences et aux modèles que vous déployez. Alors, comment tout cela se met en marche en pratique? Pour commencer, vous allez pouvoir choisir la technique ou une combinaison
de techniques d'optimisation. Une fois que vous avez choisi votre technique d'optimisation, vous allez exécuter les tâches d'optimisation. Et en arrière-plan, SageMaker va se charger de choisir le bon conteneur, les bibliothèques, ainsi que déployer toute l'infrastructure pour pouvoir exécuter ces tâches. Une fois les tâches d'optimisation exécutées, vous allez pouvoir générer un rapport d'évaluation de performance et de précision, ce qui va vous permettre de comparer les différentes optimisations. Ensuite, vous allez pouvoir déployer en un seul clic directement depuis l'interface utilisateur de SageMaker Studio. Ou pour ceux qui préfèrent le code, vous pouvez aussi le faire à travers le SDK. Et bien sûr, une fois que le modèle est déployé en production, vous allez pouvoir continuer à le valider avec un rapport coût-performance en production pour derrière améliorer vos modèles et ainsi continuer le cycle de déploiement de vos modèles. Alors j'avoue, la théorie c'est très bien, mais comme moi, vous préférez voir tout ça en pratique. Et donc, on va passer à une seconde démo. Alors pour cette partie, dans un premier temps, je vais vous montrer comment exécuter la compilation de modèles directement depuis l'interface utilisateur. Et puis après, on pourra voir comment faire le décodage spéculatif directement à l'aide d'un Jupyter Notebook. Et donc là, je suis sur la page d'accueil de SageMaker Studio. Alors, SageMaker offre un catalogue de modèles appelé SageMaker Jumpstart qui vous donne accès à différents modèles, que ce soit des modèles provenant de Hugging Face, mais aussi des fournisseurs tels que Meta, TensorFlow, etc. Donc là, pour la démo de compilation de modèles, je vais partir sur un modèle de Meta, la version Llama 3, 70 milliards de paramètres. Une fois que j'ai choisi mon modèle, je vais pouvoir choisir la tâche d'optimisation. Bien sûr, accepter les conditions d'utilisation. Et là, ce qu'on va voir, on a accès à toutes les différentes techniques d'optimisation que j'ai mentionnées juste avant. Et comme je l'avais mentionné, on peut soit choisir une technique ou une combinaison des deux. Alors pour ces démos, on va rester sur la compilation des modèles. Une fois qu'on a choisi la technique, la tâche d'optimisation, on va pouvoir spécifier le bucket S3 dans lequel on veut stocker les poids du modèle compilé. Bien sûr, vous avez aussi accès à des fonctionnalités avancées, par exemple le VPC, si vous voulez déployer la tâche dans un VPC, etc. Une fois que vous êtes satisfait de la configuration, on va pouvoir créer la tâche d'optimisation. Alors, une fois qu'on lance notre tâche d'optimisation, on va pouvoir aussi regarder les tâches existantes qu'on a exécutées. Mais comme je l'ai dit, une fois qu'on a choisi et qu'on est satisfait avec notre tâche d'optimisation, on peut directement déployer le modèle depuis l'interface utilisateur, et ce, en un seul clic, ce qui vous permet de pouvoir déployer ces modèles qui sont optimisés rapidement et de pouvoir ensuite les tester. Donc voilà ce qui était pour la partie compilation de modèles, et c'est déjà accessible à vous. Vous pouvez de votre côté essayer toutes ces tâches d'optimisation. Pour ceux qui préfèrent le code, passons à présent à la tâche d'optimisation du décodage spéculatif. Donc, encore une fois, c'est un notebook qui est public. On va partager avec vous juste à la fin de cette session. Donc, là, pareil, dans mon notebook, je vais commencer par importer quelques librairies, donc notamment SageMaker, etc. Une fois que cela est fait, je vais pouvoir choisir le modèle que j'aimerais optimiser, mais aussi le type d'instance pour lequel j'aimerais optimiser ce modèle. Ensuite, derrière, on va faire usage d'une nouvelle abstraction qui s'appelle Model Builder, qui vous permet de pouvoir déployer très facilement et très rapidement les modèles. Une fois qu'on a configuré la méthode Model Builder, SageMaker offre déjà un tableau récapitulatif des différentes métriques en termes d'optimisation, que ce soit en termes de throughput, de latence, mais aussi d'exécution concurrente. Donc, une fois que cela est fait, tout ce que j'ai à faire, c'est choisir le type d'optimisation qui, bien sûr, représente l'instance que j'ai choisie. Ensuite, je vais pouvoir construire mon modèle. Et comme on l'a vu dans la démo Scale to Zero, avec une seule commande, je vais pouvoir déployer le modèle. Et une fois que le modèle est déployé, je vais pouvoir ensuite interagir avec lui pour derrière obtenir des inférences.
Donc ça, c'était pour la partie optimisation en utilisant le décodage spéculatif avec un modèle qui est fourni par SageMaker. Mais par contre, vous avez aussi la possibilité d'utiliser votre propre modèle pour pouvoir faire la même chose. Et donc, si vous avez un modèle qui est disponible sur Hugging Face, par exemple, vous pouvez bien sûr le ramener directement dans SageMaker pour pouvoir l'utiliser pour la partie optimisation. Donc, je vais maintenant passer la main à Cédric, qui va nous parler d'un retour d'expérience de ProofStation. Bonjour à tous. Donc, je me présente, Cédric Valade, je suis CTO et Head of AI chez ProofStation. Et je vais profiter, donc ça fait 2 ans qu'on travaille avec AWS, et je vais profiter de cette session pour vous faire un retour d'expérience sur... Hop. Je vais revenir juste là, sur la salle de présentation. Merci. Je vais profiter de cette session pour vous faire un retour d'expérience sur le projet de migration qui a eu lieu il y a 2 ans, 2023, de notre solution d'inférence vers le cloud AWS et comment ensuite on est passé à l'échelle avec SageMaker. Dans un premier temps, quelques éléments de contexte sur ProofStation. Donc, c'est une société qui a été créée en 2018 et qui est spécialisée dans l'inspection de véhicules à l'aide de scanners qui sont déployés chez nos clients, parmi lesquels on compte les acteurs notamment de la location courte durée de véhicules, la logistique et les concessionnaires, pour ne citer que quelques exemples. Nous avons plus de 120 stations installées dans le monde, réparties sur 13 pays, en Europe et aux États-Unis. Aux États-Unis, par exemple, dans tout ce qui est gare et aéroport. Également en France et dans quelques pays d'Europe. Aujourd'hui, nous traitons plus de 200 000 scans par mois. Alors, à titre de comparaison, avant ce projet de migration, nous étions à 12 000 scans par mois début 2023. Et donc, c'est ce projet-là qui nous a permis vraiment de passer à l'échelle, notamment en prenant en compte des demandes de forte volumétrie de traitement, parce que dès qu'on passe à l'échelle des aéroports dans lesquels on est implanté, on a forcément beaucoup de trafic. Et ça, c'était quelque chose qu'il fallait adresser spécifiquement. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec ce projet de migration sur SageMaker. Quelques mots sur la gamme de produits. Donc à gauche, nous avons la CarStation, qui est le scanner de véhicules, qui permet de documenter, détecter les dommages et de fournir un rapport d'inspection pour nos clients. Et puis sur la droite, une Tire Station, qui est une solution plus spécialisée au niveau des pneumatiques pour fournir le diagnostic tel que l'état d'usure et d'autres informations sur l'état des pneus. Nous allons nous concentrer ici sur ce retour d'expérience sur le premier produit, donc CarStation. Et donc, je vais vous passer une vidéo d'1 minute qui vous donnera une idée plus précise du produit et du cas d'usage. Alors sur l'aspect plus technique du produit, vous avez pu le voir, c'est un scanner donc équipé d'un panneau lumineux avec des caméras qui vont faire l'acquisition en fait et prendre des photos au moment du passage du véhicule. Donc au niveau du workflow, c'est ce qu'on va définir comme un scan, un ensemble de collections d'images au niveau du véhicule qui vont être stockées jusqu'à 250 images et puis ensuite passer en inférence IA pour extraire des informations au niveau du scan. Ça va être de la détection de dommages, la position des dommages sur les éléments du véhicule et tout un tas d'informations qu'on va pouvoir récupérer sur la voiture au moment du passage.
Donc au départ, quand on a commencé le produit et avant la migration, voilà, nous étions sur une architecture Edge, en fait, avec l'inférence, elle se passait sur un serveur en local, avec des GPU, du compute assez puissant. Mais finalement, on s'est retrouvé face à une augmentation forte de la demande en termes de volume de traitement, notamment à partir du moment où on commençait à adresser, par exemple, le marché de la location de véhicules, avec dans les aéroports et les gares, voilà, ça envoie du flux. Et donc derrière, il faut avoir une capacité de traitement qui puisse suivre en fait ces demandes de traitement, qui sont quand même assez lourdes, parce qu'on a quand même beaucoup d'images à traiter. Donc là, on s'est retrouvé face à ce nouveau challenge à adresser. Et un des premiers points qu'on a voulu adresser, c'est forcément cette scalabilité en termes de compute. Donc ça c'est imposé de manière assez évidente. Il faut aussi se rendre compte qu'un déploiement Edge avec des capacités de calcul en local, ça demande aussi de la maintenance au niveau des serveurs. Et puis voilà, les GPU, ça peut être sensible à la chaleur, aux conditions de déploiement. On ne va pas pouvoir non plus se mettre sur n'importe quel endroit en termes de en outdoor par exemple. Donc toutes ces contraintes ont fait qu'on a franchi le pas et on a commencé à regarder quelle solution cloud pouvait répondre à nos besoins par rapport à cet enjeu de migration. On avait sur ce serveur une inférence qui était dockerisée, avec l'applicatif qui tournait également dessus. Donc tout ça, il a fallu repenser un petit peu l'architecture pour arriver à quelque chose qui mette en scène SageMaker et le cloud. Donc là, comme je vous l'indiquais, on a ce scanner, une flotte de scanners avec une dockerisation de l'inférence. Et l'objectif, c'est de passer à un workflow vraiment ici beaucoup plus orienté côté cloud, avec globalement ici des scanners qui vont avoir maintenant un calcul beaucoup plus léger. On va leur demander simplement de récupérer globalement le flux des images et de les envoyer sur le cloud avec un point d'entrée qui va être les S3 buckets. Donc ça, c'est assez classique. Puis derrière, toute une logique en fait, de dépilement de ces travaux de scan avec des outils comme Amazon SQS, qui est un mécanisme de queuing, et puis une orchestration qui va permettre de compiler l'ensemble des jobs de traitement de manière à, par exemple, mettre ensemble les jobs avec les jobs de traitement, de scan, avec des similarités proches en termes de type d'inférence qu'on souhaite faire, pour pouvoir ensuite attaquer SageMaker. Et donc là, on va attaquer vraiment le cœur du sujet en termes de scalabilité, puisque SageMaker, avec son service managé, va vraiment pouvoir prendre en charge le déploiement de ces images Docker d'inférence directement sur les instances EC2 et faire le travail d'inférence qui va bien. Donc là, on est tout de suite forcément dans ce schéma-là en capacité de paralléliser de manière concurrente l'ensemble des traitements et d'adresser un flux beaucoup plus important. L'ensemble des traitements et des résultats d'inférence vont être ensuite réécrits sur S3 et mis à disposition au niveau d'un applicatif qui va permettre de récupérer tous les résultats d'inférence et de fournir derrière la business logic par rapport aux résultats d'inspection. Donc pour pouvoir mettre en place toute cette architecture, ça s'est fait de manière progressive. Donc on y a été par étapes. Et donc là, c'est ce planning-là que je vais un petit peu vous détailler, où en 2023, on a commencé, on disposait déjà en fait de l'inférence dockerisée au niveau des serveurs. Et la première phase, ça a été ce qui s'appelle le lift and shift. C'est-à-dire, globalement, on prend l'inférence, on instancie une machine EC2 et on va faire tourner l'inférence sur une machine qui va être allumée 24 heures sur 24 et qui va commencer à prendre le flux d'une station. Donc ça, c'est assez basique au départ, mais ça permet quand même de se rassurer sur la portabilité de l'inférence depuis un environnement Edge vers le cloud. Mais on sait que dès cette phase-là, ce n'est qu'un premier pas. Puisque là, je n'ai qu'une machine, on est quand même on est passé en capacité, même avec ça, de traiter tout le flux qu'on veut. Et donc, naturellement, on s'oriente vers quelque chose où on veut passer à l'échelle au niveau de l'inférence. Donc ça a été une phase par la suite de POC, où ça y est, on commence à mettre le nez dans Amazon SageMaker, appuyé par les équipes AWS en termes de support. Et c'est là qu'on va commencer à regarder l'ensemble des différentes solutions d'inférence qu'on a à notre disposition. Donc, comme le précisait Christian et Walid, on va regarder par exemple ce que fait le real-time, un workflow d'inférence real-time, asynchrone, du batch transform. On va tester toutes ces possibilités. On va aussi choisir le type d'instance qui va correspondre à notre besoin par rapport au temps voulu de latence et aussi au coût.
et commencer à faire déjà les premiers choix stratégiques sur SageMaker. Ça, c'est une phase qui finalement a duré un mois et demi. Donc rapidement, on s'est quand même mis dans le sujet. Et du fait que SageMaker adresse de manière très managée l'ensemble de ses services par rapport à l'instanciation des machines et à l'infrastructure, finalement, on a pu se concentrer globalement sur l'adaptation de l'inférence pour pouvoir fonctionner avec des buckets S3, notamment sur la lecture des images et ce genre de choses. La vraie phase ensuite qui a suivi, c'est la phase d'industrialisation et de scaling. Parce qu'en fait, l'inférence, ça a été un sujet, mais pas tant que ça en termes d'adaptation. Ce qui a vraiment derrière pris pas mal de temps en termes d'engineering, ça va être toute la mise en place des mécanismes d'orchestration. Comment est-ce qu'à partir d'un flux qui arrive sur tous les buckets S3 en fonction des clients, j'orchestre l'ensemble des traitements pour pouvoir tenir les SLA, comment je trouve la stratégie derrière par rapport à ça. Et donc, c'est là qu'on va mettre en scène voilà, les Amazon SQS en termes de queuing, les step functions pour pouvoir gérer les flux et les workflows d'orchestration, et évidemment tout l'écosystème autour de Amazon, RDS, DynamoDB pour pouvoir assurer des fonctionnalités type configuration, ce genre de choses, et puis AWS Lambda. Donc ça a été la grosse nouveauté aussi qu'on a pris en charge pour finalement arriver fin de l'été à une mise en production et un premier ETEX, un premier retour d'expérience par rapport à tout ça. Donc ça s'est bien passé. On a pu adresser ce challenge voilà, d'absorber notamment les gros volumes de traitement par rapport à la location de véhicules dans les flux vraiment importants type aéroport et gare. Et là, on commence déjà à regarder un petit peu toutes les optimisations de coûts. Comment est-ce qu'on peut retravailler voilà, les déploiements, l'orchestration, de manière à baisser ces coûts-là. Donc là, on va jouer beaucoup avec Cost Explorer, avec des métriques de CloudWatch. On va repenser les instances. On va utiliser du spot instance versus du on-demand, par exemple, en fonction des workflows d'inférence. On va travailler sur les buckets S3 aussi, sur les logiques et les niveaux de stockage pour pouvoir optimiser les coûts de stockage. Et ça nous a permis de diviser par 2 globalement dans cette période nos coûts de traitement par rapport à ce qu'on faisait au tout début en démarrant au niveau du POC. Donc, quelques métriques pour vous donner un ordre d'idée d'où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc, comme je vous disais, on est passé vraiment de 12 000 scans par mois à 200 000 scans traités. Donc, c'est une multiplication par 20 de la volumétrie en l'espace de 2 ans. Et ça, c'est effectivement complètement lié à ce projet de migration qui a été clé. Aujourd'hui, on upload 60 Tera de données chaque mois qui viennent de nos scans installés chez nos clients, avec 5700 heures de compute au niveau de SageMaker, 1,5 Tera de log, 1000 utilisateurs qui consomment nos données à travers notre applicatif, et 1,5 Tera de données aussi qui sortent par mois à partir des résultats d'inférence et des images qu'on fournit à disposition de nos clients. En conclusion, sur ce passage à l'échelle, quelques points de recommandation et nous, ce qu'on a pu vraiment expérimenter sur ce projet-là, c'est que c'est important d'évoluer au-delà du lift and shift, c'est-à-dire juste passer sur le cloud avec une instance EC2 qui travaille et qui vient lire dans S3. Là, pour pouvoir vraiment adresser de manière simple ce passage à l'échelle, on s'est très vite orienté quand même vers des solutions managées comme SageMaker, qui nous a vraiment permis de passer derrière à l'échelle avec ce type de traitement. Un autre point, c'est que avant de commencer, le monde AWS, voilà, on ne connaissait pas encore, donc on s'y est mis rapidement. Et ici, comme le présentait Christian et Walid, les ressources sont disponibles dès que vous voulez commencer à mettre le nez dedans. Et c'est ce qu'on a fait finalement en un temps assez court, donc il y a quand même pas mal de choses disponibles. Il y a aussi le support des équipes AWS et les Solution Architects qui sont là aussi pour nous aider à faire les bons choix dès le départ en termes d'infrastructure. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder un petit peu comment tout ça s'est fait. Il y a plein d'exemples disponibles en ligne. Et l'approche qu'on a eue, nous, c'est vraiment du learning by doing. Parce que de toute manière, on était en temps contraint pour pouvoir vraiment mettre en place cette transformation. Et puis un troisième point, ça va être, voilà, une fois qu'on est sur AWS, on a quand même en capacité de surveiller finement les métriques en production.
avec CloudWatch et d'autres outils comme AWS Explorer, on est capable derrière de récupérer beaucoup d'informations sur les temps de traitement, les latences, les coûts derrière de facturation, de manière à ce qu'on puisse optimiser vraiment ces aspects-là par des logiques de batching, de traitement et puis de workflow d'inférence. Je citerai aussi AWS Inferentia, qui est une solution qu'on regarde aussi actuellement pour pouvoir aller encore plus loin dans les optimisations en termes de coûts. Et puis un point important, c'est la partie stockage. Mine de rien, ça pèse aussi dans la balance en termes de coûts. Et là-dessus, c'est pareil. Il reste aussi pas mal de solutions disponibles au niveau de S3 avec des mises en glacier si les données ne sont pas forcément consultées de manière fréquente. Et puis des suppressions automatiques parce que la rétention de données, au bout d'un moment, si les clients n'en ont plus besoin, on peut arriver derrière à effacer tout ça pour pouvoir justement faire de la place pour les données les plus récentes. Et puis, en dernier point, maintenant qu'on est dans l'écosystème AWS, on a aussi accès à ces services autour de Bedrock et de la GenAI. Et nous, on commence vraiment à regarder de très près cet écosystème avec tout l'ensemble des catalogues de modèles disponibles pour pouvoir développer et améliorer nos fonctionnalités. Donc aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose sur lequel on met un vrai pied dedans. Et ça, dès qu'on a forcément la connexion avec AWS et SageMaker, c'est quelque chose qu'on peut rapidement et facilement mettre en place. Donc il y a pas mal de projets qui démarrent autour de ces thématiques, nous, pour pouvoir améliorer nos produits, nos services et fournir toujours plus de valeur ajoutée pour nos clients. Voilà, j'en ai terminé pour ce retour d'expérience. Merci à tous pour votre attention. N'hésitez pas aussi à passer nous voir sur l'Innovation Corner. On a un scanner qui est installé avec une voiture, vous ne pouvez pas la louper. Voilà, on est au niveau 1 et je vais laisser du coup la parole à Walid pour la conclusion de cette session. Merci beaucoup. Et justement, il y a la voiture, vous ne pouvez pas la louper. Elle est au premier et il y a une belle démonstration là. Merci beaucoup Cédric pour ce retour d'expérience. Alors rapidement en conclusion, on a vu pas mal de choses. On va essayer de les synthétiser de cette manière. Le bon modèle de déploiement, on a vu qu'il y avait 4 modèles de déploiement. Choisissez le bon, celui qui correspond le plus à votre use case. Ça vous permet à la fois de bénéficier des performances et bien sûr de réduire les coûts. Activez l'autoscaling. On a vu maintenant, on peut faire l'autoscaling jusqu'à 0. Même avec le temps réel. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire d'un point de vue infrastructure, ça réduit les coûts et puis ça augmente les performances. On a vu la partie déploiement, donc optimisation des déploiements, on a vu les modèles pinning, donc multimodèle, le routage intelligent, c'est des optimisations qui viennent en top de la partie infrastructure, ça vous permet aussi de gagner en coûts et surtout en performance. On va plus loin avec les toolkits d'optimisation. Christian a fait des démos, on a vu la partie spéculative decoding, quantification, compilation. Ils sont là, ils sont à disposition, vous pouvez les activer directement sur la console ou avec les notebooks. N'hésitez pas à le faire. Et puis, justement, Cédric en a parlé, Christian en a parlé, surveillez toujours. C'est une optimisation, ce n'est pas un one-shot, il y a un cycle, on déploie, on met en prod, on récupère les métriques, on optimise et on recommence. Ce n'est pas juste un one-shot, faites-le d'une manière permanente. Alors, voilà un petit plan d'action. Les démos sont disponibles ici. Comment commencer sur AWS est disponible ici. Je m'écarte un petit peu pour vous laisser le soin de les prendre. On partagera bien sûr par la suite s'il faut ces démos-là si vous voulez nous contacter. N'hésitez pas à aller voir aussi Skill Builder, la plateforme de training. Cédric en a parlé, on apprend à l'usage, mais on a aussi des centaines et des centaines de cours qui sont disponibles gratuitement pour commencer, des tutoriaux qui sont disponibles pour commencer. N'hésitez pas à aller le faire. Pour nous contacter, on est là, on est à votre disposition. On vous demande juste un dernier truc à la fin, c'est juste de nous donner votre avis sur la session. Ça nous permettra de nous améliorer pour l'année prochaine, pour cette année. On est là à la fin, on peut répondre à vos questions. Il y a la démo de ProStation qui n'est pas très loin. Vous pouvez aussi aller voir et puis poser des questions techniques. Merci beaucoup pour votre temps. Il y a d'autres sessions après, plein d'autres sessions qui sont intéressantes. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt.